La campagne de Russie. Comment la plus grande armée du monde a disparu dans le vide. 24 juin 1812. Sur les rives du fleuve Niémen, une armée immense s'ébranle. 600 000 hommes. C'est la plus grande armée que l'Europe ait jamais réunie. À sa tête, l'homme qui a vaincu tous les rois du continent. Napoléon. 6 mois plus tard, cette armée n'existe plus. De ces 600 000 hommes, quelques dizaines de milliers seulement repasseront le fleuve. Le reste est mort. Gelé, affamé, épuisé, enseveli dans la plaine russe. On vous a toujours raconté la même histoire. C'est l'hiver russe qui a tué Napoléon. Le fameux général hiver. C'est faux. Ou presque. Car la moitié de cette armée avait déjà disparu avant le premier flocon de neige, emporté par la chaleur, la maladie, la faim, et par quelque chose de plus étrange encore. Retenez un seul mot pour toute cette histoire, le vide. La Russie n'a presque jamais battu Napoléon sur le champ de bataille. Elle a reculé, encore et encore. Elle a brûlé ses propres villes. Elle a attiré la grande armée toujours plus loin, dans un pays sans limite, un pays vide. Et ce vide a fini par avaler la plus grande armée du monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette campagne en entier, du premier pas sur le Niémen à la dernière fuite dans la glace. Comment le maître de l'Europe a marché sur Moscou, comment il a pris la ville, et comment il a tout perdu malgré tout. Voilà le résultat. Une armée géante, effacée en un seul hiver. Mais pour comprendre un tel désastre, il faut remonter 5 ans en arrière, vers une alliance qui ne pouvait pas durer. Pour ne pas vous perdre, retenez 3 acteurs. Napoléon et son Europe, la Russie du tsar Alexandre, et entre les deux, une cause presque invisible, le commerce. Oui, le commerce. Cette guerre est une affaire d'argent autant qu'une affaire de gloire. Commençons par Napoléon. En 1807, il est au sommet de sa puissance. Il a écrasé la Prusse, il a plié l'Autriche. Il domine presque toute l'Europe. Cette année-là, sur un radeau posé au milieu du Niémen, il rencontre le jeune tsar Alexandre. Les deux hommes signent la paix de Tilsit. Ils se partagent le continent comme 2 associés. Napoléon à l'ouest, Alexandre à l'est. Pour un temps, ils se disent amis. Mais Napoléon a un ennemi qu'il n'arrive pas à abattre, l'Angleterre. La flotte anglaise règne sur les mers. Napoléon ne peut pas franchir la Manche. Alors il imagine une autre arme. Il veut étrangler l'Angleterre par l'argent. Il ferme tout le continent au commerce anglais. Plus une seule marchandise anglaise dans les ports d'Europe. On appelle cela le blocus continental. Retenez bien ce mot. C'est la vraie racine de la guerre. À Tilsit, Alexandre accepte de rejoindre ce blocus. Mais la Russie ne peut pas vivre sans l'Angleterre. Elle lui vend son blé, son bois, son chanvre. Les nobles russes s'enrichissent grâce à ce commerce. Sans les navires anglais, l'économie russe s'effondre. La monnaie perd sa valeur. Les grands propriétaires enragent. Pour la Russie, le blocus est une lente asphyxie. Alors Alexandre finit par tricher. À partir de 1810, il rouvre discrètement ses ports. Il laisse entrer les marchandises anglaises. Et il taxe lourdement les produits venus de France. Pour Napoléon, c'est une trahison. Son grand système se fissure par l'Est. Si la Russie désobéit, toute l'Europe suivra son exemple. Il y a aussi la question polonaise. Napoléon a recréé un morceau de Pologne à la frontière russe. Les Polonais rêvent d'un grand royaume ressuscité. Alexandre y voit une menace mortelle contre son empire. La méfiance grandit des deux côtés. Chacun renforce ses armées. La guerre devient presque inévitable. Il faut aussi comprendre les deux hommes. Napoléon a maintenant plus de 40 ans. Il n'est plus le jeune général foudroyant d'autrefois. Il veut une décision rapide, car il sent que le temps joue contre lui. Alexandre, lui, est plus jeune, plus patient, et profondément blessé dans son orgueil. Il a pris une décision en secret. Même s'il perd des batailles, même s'il perd Moscou, il ne signera jamais la paix. C'est cette obstination tranquille qui va briser tout le calcul de Napoléon. Alors Napoléon prend sa décision. Il va donner une leçon à la Russie. Attention à ce point. Il ne veut pas vraiment conquérir ce pays immense. Son plan est plus simple. Il veut une seule grande bataille. Une victoire écrasante, rapide, près de la frontière. Ensuite, pense-t-il, le tsar demandera la paix et rentrera dans le rang. C'est ce calcul qui va le perdre. Pour cette leçon, Napoléon réunit une force jamais vue. 600 000 hommes. Mais attention à une chose, ce n'est pas une armée française. C'est l'armée de 20 nations. Des Allemands, des Polonais, des Italiens, des Hollandais, des Suisses. À peine un tiers de ces soldats parlent français. Cette immense armée est puissante, mais elle est aussi fragile. Elle tient par la victoire. Si la victoire tarde, elle se déliera. Napoléon n'ignore pas le problème du ravitaillement. Au contraire,
Il a tout prévu sur le papier. Des trains de chariots énormes, des dépôts, des troupeaux de bœufs sur pied. Jamais une armée n'avait été aussi bien préparée à se nourrir. Mais les routes russes sont mauvaises. Les distances sont folles. Et les lourds chariots n'arrivent pas à suivre les colonnes qui avancent vite. Le plan parfait s'écroule dès les premières semaines. Sur le papier, tout tenait. Sur le terrain, rien ne suit. En face, la Russie sait qu'elle ne peut pas gagner une grande bataille frontale. Ses généraux le comprennent. Alors ils imaginent une autre stratégie. Reculer. Ne jamais offrir à Napoléon la bataille décisive qu'il cherche. Le laisser s'enfoncer toujours plus long. Retenez cette idée. Elle explique tout ce qui va suivre. Voilà donc les forces en présence. D'un côté, le plus grand conquérant de son temps, pressé d'en finir. De l'autre, un empire prêt à sacrifier son propre territoire pour survivre. Le 24 juin, les premiers ponts sont jetés sur le Niémen. La grande armée entre en Russie. Et le piège, sans que personne ne le sache encore, se referme déjà. Dès les premiers jours, quelque chose cloche. Napoléon cherche l'ennemi. Mais l'ennemi n'est pas là. Les armées russes se dérobent. Elles reculent vers l'intérieur. Elles refusent le combat. L'homme qui dirige cette retraite s'appelle Barclay de Tolly. C'est le ministre de la guerre russe. Un homme froid, méthodique, très critiqué. Car reculer sans combattre, pour beaucoup de Russes, c'est une honte. Mais Barclay a compris une chose. Le temps et l'espace sont ses meilleurs alliés. Et les Russes ne se contentent pas de fuir. Ils brûlent tout derrière eux. Les récoltes, les villages, les réserves de grains. C'est la tactique de la terre brûlée. Napoléon avance dans un désert qu'on vide devant lui. Ses 600 000 hommes ont faim. Et un tel nombre d'hommes, c'est la population d'une très grande ville française qui marcherait d'un seul bloc. Imaginez tout Marseille en marche. Il faut nourrir cette foule chaque jour. Dans un pays vidé, c'est presque impossible. Alors l'armée commence à fondre, sans combattre. La chaleur de l'été russe est écrasante. L'eau est mauvaise. La dysenterie et le typhus déciment les rangs. Les chevaux meurent par milliers, faute de fourrage. Et sans chevaux, plus de ravitaillement, plus de canons mobiles. En quelques semaines, avant la moindre grande bataille, Napoléon perd déjà des dizaines de milliers d'hommes. Le vide travaille pour la Russie. Arrêtons-nous un instant sur cette distance. De la frontière à Moscou, il faut marcher près de 1000 km. Depuis Paris, cela fait presque 3000 km de route défoncée. À pied. Chaque jour de marche éloigne l'armée de ses dépôts, de ses renforts, de son pays. Plus Napoléon avance, plus il s'affaiblit. C'est la vieille malédiction de tout envahisseur en Russie. Le pays est si grand qu'il vous digère lentement. Alors posons la vraie question. Qui a tué la grande armée? L'hiver? Non. Regardez les dates. Nous sommes encore en plein été et déjà l'armée a perdu un tiers de ses effectifs. L'hiver viendra plus tard pour achever le travail. Mais le poison agit dès le mois de juillet. Ce poison, c'est la marche sans fin dans un pays qui se dérobe. Et il n'y a pas que le vide. Il y a aussi les piqûres constantes. Des cavaliers cosaques rôdent sur les flancs de l'armée. Des paysans armés attaquent les isolés, les fourrageurs, les petits convois. Ce n'est jamais une grande bataille. Juste une saignée de tous les jours. Quelques hommes ici, quelques chevaux là. Mis bout à bout, cela fait des régiments entiers effacés sans gloire. L'armée n'a même pas d'ennemis à frapper. Elle frappe dans le vide, encore une fois. Alors, cette grande bataille tant cherchée va-t-elle enfin arriver? Une première fois, oui. Au mois d'août, devant la ville de Smolensk. Smolensk est une vieille ville sainte pour les Russes. Un verrou sur la route de Moscou. Chez les Russes, deux généraux se déchirent. Barclay de Tolly veut continuer à reculer, encore et toujours. Son rival, le fougueux Bagration, veut se battre tout de suite. Le peuple est du côté de Bagration. Reculer davantage semble impensable. C'est cette pression qui pousse une partie de l'armée russe à défendre Smolensk. Ce n'est pas un vrai choix stratégique. C'est plutôt un cri du cœur. Napoléon y voit enfin sa chance. Il lance l'assaut les 16 et 17 août. Les combats sont furieux. L'artillerie met le feu à la ville. Le soir venu, Smolensk n'est plus qu'un brasier. Mais au matin, surprise. Les Russes sont partis. Encore une fois, ils ont abandonné les ruines et repris leur retraite dans la nuit. Napoléon tient une ville morte, pas l'armée ennemie. Il gagne du terrain, mais pas la victoire qu'il voulait. Et Moscou est encore loin, à plus de 300 km. Ici, Napoléon hésite. Faut-il s'arrêter à Smolensk pour passer l'hiver? Ou continuer vers Moscou? Beaucoup de ses maréchaux le supplient de s'arrêter là. Mais Napoléon ne peut pas attendre. Une armée immobile dans un pays vide mourrait de faim. Et il lui faut sa victoire politique. Il tranche. On marche sur Moscou. C'est le pari de toute la campagne.
Posons la question autrement. Et si Napoléon s'était arrêté à Smolensk? Beaucoup d'historiens le pensent encore. Là, il tenait une base. Il pouvait passer l'hiver, se ravitailler, repartir au printemps. Mais s'arrêter, pour Napoléon, c'est avouer un demi-échec. Et un demi-échec, devant toute l'Europe qui l'observe, il ne peut pas se le permettre. Alors il continue. La logique de la gloire l'emporte sur la logique de la guerre. Pendant ce temps, côté russe, la colère monte. Reculer, toujours reculer, abandonner Smolensk en flammes. Le peuple ne comprend plus. On accuse Barclay de Tolly de lâcheté, presque de trahison, car il est d'origine étrangère. Alexandre cède à la pression. Il nomme un nouveau chef, un vieux général russe, borgne, rusé, adoré de ses soldats, Mikhaïl Koutouzov. Élargissons un instant le regard. Loin du front, la Russie entière se réveille. Ce n'est plus seulement une guerre de généraux. Les paysans cachent leurs récoltes, ils brûlent leurs propres granges plutôt que de nourrir l'envahisseur. Des bandes se forment dans les forêts pour harceler les Français. Pour la première fois, la Russie vit cela comme une guerre nationale. Une guerre de tout un peuple. Cette colère populaire, c'est justement ce que Koutouzov doit satisfaire. Il ne peut pas céder Moscou sans combattre. Le peuple ne le lui pardonnerait jamais. Et Koutouzov arrive avec une mission très claire. Il doit livrer bataille. Le peuple l'exige. On ne peut pas abandonner Moscou sans un seul combat. Le vieux général le sait. Alors il choisit son terrain. Un village à 120 km de Moscou. Un nom qui va entrer dans l'histoire. Borodino. Nous sommes le 7 septembre 1812. Sur les collines de Borodino, les deux armées se font enfin face. D'un côté, Napoléon, avec environ 130 000 hommes. De l'autre, Koutouzov, avec à peu près autant. Près d'un quart de million de soldats vont s'affronter sur quelques kilomètres de terrain. Les Russes ont creusé des redoutes, des forts de terre, hérissés de canons. Ils ne reculeront plus. Ils défendent la route de Moscou. L'homme qui commande côté russe joue une partie étrange. Koutouzov est vieux, lourd, souvent somnolent. Mais c'est un renard. Il sait une chose que ses soldats ignorent. Pour lui, sauver l'armée compte plus que sauver Moscou. Il livrera la bataille que le peuple réclame. Mais il est prêt, s'il le faut, à reculer encore pour préserver ses hommes. De l'autre côté, Napoléon est là, tout près. Pourtant il est malade ce jour-là, fiévreux, étrangement passif. Le génie des batailles semble comme éteint. À l'aube, 800 canons se répondent. Le sol tremble. La fumée noie les collines. Les colonnes françaises montent à l'assaut des redoutes. Elles tombent, se reforment, repartent. La grande redoute centrale change de main plusieurs fois. Le vacarme est tel qu'on l'entend, dit-on, à des dizaines de kilomètres. Ce n'est plus une bataille. C'est une boucherie méthodique. Et voici le moment décisif. En milieu de journée, la ligne russe vacille. Elle est sur le point de céder. Les maréchaux supplient Napoléon d'envoyer la garde impériale, son élite encore intacte, pour porter le coup final. Un seul mot, et l'armée russe peut être brisée. Mais Napoléon refuse. Il est à 1000 km de Paris. Il n'ose pas risquer sa dernière réserve, si loin de tout. Cette hésitation va tout changer. Faute de ce dernier coup, les Russes tiennent. Ils reculent de quelques centaines de mètres, mais en bon ordre. Ils ne se brisent pas. À la tombée de la nuit, les Français occupent le champ de bataille. Techniquement, c'est une victoire. Mais l'armée russe est toujours vivante. Et c'était elle, la vraie cible. Le bilan de cette seule journée est effroyable. Près de 70 000 hommes tombés en quelques heures. Morts ou blessés, des deux côtés confondus. C'est la journée la plus sanglante de toutes les guerres napoléoniennes. Imaginez un grand stade de football plein à craquer. Puis un deuxième, tout aussi plein. Voilà le nombre d'hommes fauchés en un seul jour sur ces collines. Et pour la première fois, un doute glacial saisit certains vétérans. On a pris le terrain. Mais on n'a rien gagné du tout. Longtemps après, dit-on, Napoléon reconnaîtra que ce fut sa bataille la plus terrible. Il avait vu ce jour-là les Français se montrer dignes de la victoire et les Russes dignes d'être invaincus. Deux armées s'étaient à moitié détruites et le vrai problème restait entier. Car l'armée russe, elle, pouvait remplacer ses morts. Elle était chez elle. Napoléon, non. Chaque soldat perdu par lui était perdu pour toujours. Car après Borodino, Koutouzov fait l'impensable. Il continue de reculer. Et il prend une décision qui va stupéfier le monde entier. Il décide d'abandonner Moscou elle-même. Le 14 septembre, la Grande Armée entre enfin dans Moscou. Le rêve semble atteint. La capitale sainte de la Russie est là, avec ses clochers dorés. Napoléon attend sur une colline la délégation venue lui remettre les clés de la ville. Elle ne vient jamais, car la ville est presque vide. Les habitants sont partis.
Moscou n'est plus qu'une coquille abandonnée. Et le soir même, des incendies éclatent, partout à la fois. Le gouverneur de la ville, Rostopchine, a fait évacuer les pompes à incendie et libérer les prisonniers. La ville de bois s'embrase. En quelques jours, les 3/4 de Moscou partent en fumée. Napoléon tient une capitale, mais c'est un tas de cendres. Il n'y a ni vivres à saisir, ni abri, ni ennemi à qui parler. Et dans ces ruines, l'armée elle-même commence à se défaire. La discipline se fissure. Les soldats pillent ce qui reste, s'enivrent, se battent pour un manteau ou une bouteille. La plus belle armée d'Europe se transforme peu à peu en foule sans ordre. Or, une armée qui ne se bat plus et ne marche plus, c'est une armée qui pourrit. Chaque semaine passée à Moscou aggrave le mal. Alors commence la plus étrange des attentes. Napoléon s'installe dans les ruines et il attend. Il attend que le tsar Alexandre lui demande la paix. C'est tout son plan, prendre Moscou pour forcer la négociation. Il envoie des messages. Il patiente 5 semaines. Mais de Saint-Pétersbourg, il ne vient rien. Le silence. Alexandre a juré de ne jamais traiter tant qu'un seul soldat français fleura le sol russe. Et il tient parole. Ces 5 semaines sont un temps immense à la guerre. 5 semaines, c'est presque tout un automne perdu. Pendant que Napoléon patiente, Koutouzov, lui, refait ses forces. Il reçoit des renforts frais, il réarme ses hommes. Chaque jour d'attente affaiblit le français et renforce le russe. Le temps, comme l'espace, avait choisi son camp depuis le début. Et pendant que Napoléon attend dans Moscou, dehors, l'automne s'achève. Chaque jour perdu rapproche l'hiver. Le vide a tendu son dernier piège. Et Napoléon vient de marcher droit dedans. Le 19 octobre, Napoléon se rend à l'évidence. Personne ne viendra négocier. Rester à Moscou, c'est mourir de faim dans la neige. Il donne l'ordre de la retraite. Ce seul mot, retraite, est terrible dans sa bouche. Lui qui n'avance d'habitude qu'en vainqueur. Il veut rentrer par une route du sud, encore riche et intacte. C'est sa dernière chance de sauver l'armée. Mais Koutouzov veille. À Maloyaroslavets, le 24 octobre, l'armée russe barre la route du sud. Le combat est acharné. Et Napoléon renonce. Il n'ose pas forcer le passage. Il ordonne de reprendre la vieille route, celle de l'Allée. Or, cette route, il l'a lui-même dévastée quelques mois plus tôt. Il n'y reste rien. Pas un grain, pas un toit intact. L'armée va devoir retraverser son propre désert. Et ici, une erreur de calendrier va tout aggraver. Napoléon a quitté Moscou trop tard. S'il était parti 1 mois plus tôt, il aurait devancé l'hiver. Il a joué avec le temps, en espérant la paix. Il a perdu ce pari. Désormais, chaque jour de marche sera une course contre le froid. Et le froid, cette fois, gagne toujours. Sur cette route du retour, l'armée repasse par Smolensk. Les hommes espèrent y trouver enfin des vivres, du repos, un abri. Ils ne trouvent presque rien. Les maigres réserves sont vite pillées, dévorées, épuisées. Ce qui devait être un refuge n'est qu'une étape de plus vers la mort. Il faut repartir dans le froid, toujours plus à l'ouest, toujours poursuivi. C'est alors que le vrai cauchemar commence. Début novembre, le froid tombe d'un coup. Moins 20 degrés. Puis plus bas encore. Les hommes n'ont pas d'habits d'hiver. Les chevaux meurent sur place et gèlent debout. Sans chevaux, on abandonne les canons, les blessés, les chariots. La colonne s'étire sur des dizaines de kilomètres. Et sur ses flancs, les cavaliers cosaques surgissent sans cesse. Ils frappent les traînards, puis disparaissent dans la plaine blanche. Sur cette route de glace, l'armée n'est plus une armée. C'est une longue procession de fantômes. Les hommes marchent en dormant. Ils tombent, et la neige les recouvre en silence. Celui qui s'assoit pour se reposer ne se relève plus. Chaque matin, des milliers ne se réveillent pas. Le froid ne tue pas dans le fracas, il tue dans le silence. Au milieu de ce désastre, un homme entre dans la légende. Le maréchal Ney. Il commande l'arrière-garde, la position la plus exposée de toutes. C'est lui qui protège les derniers survivants contre les attaques russes. On raconte qu'il fut l'un des tout derniers Français à quitter le sol russe, un fusil à la main. On le surnomme le brave des braves. Dans ce naufrage total, son courage sauve au moins l'honneur. Et il reste un dernier obstacle, le pire de tous. La rivière Bérésina. Fin novembre, l'armée en lambeaux arrive devant ce cours d'eau. Les ponts sont détruits. Les armées russes convergent pour l'achever là, le dos à l'eau. C'est le moment où tout peut finir, où Napoléon lui-même peut être capturé. Mais ces pontonniers accomplissent un miracle. Sous les ordres du général Eblé, ils entrent dans l'eau glacée pour bâtir 2 ponts de fortune. Beaucoup y laisseront la vie, tués par le froid de l'eau. Du 26 au 29 novembre, l'armée passe. Napoléon et ses meilleures troupes traversent.
Mais dans la panique, des milliers de traînards se pressent sur les ponts. L'un d'eux finit par céder. Des multitudes se noient ou sont piétinées. La Bérésina devient un mot d'horreur dans la langue française. Aujourd'hui encore, en France, dire que c'est la Bérésina, c'est dire que c'est la catastrophe absolue. Napoléon, lui, a échappé au piège, mais son armée est morte. Le 5 décembre, il prend une décision froide. Il abandonne les débris de la Grande Armée. Il monte dans un traîneau et file vers Paris. Il vient d'apprendre qu'un complot a failli renverser son régime. L'empereur doit d'abord sauver son trône. Il laisse derrière lui ses soldats agonisants. Ceux qui restent ne forment plus qu'une ombre d'armée. Des hommes en haillons, les pieds gelés, le visage noirci par le feu des bivouacs. Beaucoup ont jeté leurs fusils. Ils ne pensent plus qu'à une seule chose, atteindre le fleuve. Sortir de ce pays qui les tue. La faim les pousse à des extrémités qu'on ose à peine raconter. La grande épopée s'est changée en simple lutte pour ne pas mourir. Quelques jours plus tard, les derniers survivants repassent enfin le Niémen. Ce fleuve qu'ils avaient franchi 6 mois plus tôt, 600 000, est plein d'orgueil. Combien repassent le pont? Les chiffres varient selon les sources. Mais de l'armée principale, il ne reste qu'une poignée d'hommes valides. Quelques dizaines de milliers de survivants, pour la plupart brisés à jamais. La plus grande armée du monde a été engloutie. Prenez un instant pour mesurer ce chiffre. Une armée partie à 600 000, revenue à quelques dizaines de milliers d'hommes valides seulement. C'est comme si une grande ville tout entière s'était mise en marche un matin d'été pour ne jamais revenir. Presque tous ces soldats reposent aujourd'hui quelque part entre le Niémen et Moscou, sans tombe, sans nom, avalés par la neige et par le vide. Et parmi eux, il n'y avait pas que des Français. Il y avait des Italiens, des Polonais, des Allemands, tous ces alliés entraînés dans le rêve d'un seul homme. Leur chute fut aussi celle de Napoléon. Alors, tout cela pourquoi? Voici ce que cette campagne a vraiment changé. D'abord, un mythe s'effondre. Depuis 15 ans, on croyait Napoléon invincible. Cette croyance meurt dans la neige russe. Et toute l'Europe le comprend aussitôt. La Prusse se retourne, l'Autriche se retourne. Une nouvelle coalition se forme, la 6e. Cette fois, presque tout le continent se dresse contre un seul homme. La suite s'enchaîne très vite. En 1813, à Leipzig, Napoléon perd la gigantesque bataille des nations. En 1814, les armées alliées entrent dans Paris. Et le tsar Alexandre, dont on avait envahi le pays 2 ans plus tôt, défile en vainqueur dans la capitale française. Napoléon abdique. On l'exile sur l'île d'Elbe. Il reviendra une dernière fois, pour 100 jours, avant de tout perdre définitivement, à Waterloo, en 1815. Pour la Russie, c'est l'inverse. Elle sort de l'épreuve grandie. Elle devient l'une des toutes premières puissances de l'Europe. Le pays qui a brisé Napoléon. Un nouveau gendarme du continent. Et il reste une leçon, écrite en lettres de glace. La Russie ne se conquiert pas comme les autres pays. Son espace et son climat sont des armes. Bien plus tard, d'autres envahisseurs l'oublieront. Ils referont, presque à l'identique, la même longue marche vers l'Est. Et ils connaîtront le même sort. Napoléon fut le premier à la prendre à ce prix. Il ne fut pas le dernier. Au bout du compte, tout revient à notre mot de départ, le vide. Napoléon a gagné presque toutes ses batailles en Russie. Il a pris Smolensk, il a pris Moscou, il n'a jamais vraiment été vaincu sur le terrain. Et pourtant, il a tout perdu. Parce que son véritable adversaire n'était pas une armée. C'était l'espace, le froid et la volonté d'un empire prêt à tout brûler pour ne pas plier. La route de Moscou, finalement, ne menait pas à la victoire. Elle menait tout droit à Waterloo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout